Bonjour à tous, bienvenue à la campagne en 24 minutes, ou devrais-je dire la campagne en prolongation, parce que oui, le verdict des électeurs est tombé dimanche soir dernier. Le maire sortant, Bruno Marchand, a été réélu. Il a aussi réussi à obtenir une majorité dans tous les arrondissements, finalement. Il a réussi à percer partout. Respect citoyen qui fait son entrée à l'Hôtel de Ville de Québec comme opposition. On va faire un dernier tour de table sur cette campagne de 45 jours. Notre balado est enregistré tous les vendredis. Et avec moi, autour de la table, Olivier Lemieux pour une dernière fois, journaliste spécialisé aux affaires municipales. Bonjour, Olivier. Bonjour, Louise. Alexandre Duval, animateur de Première Heure, ancien correspondant parlementaire à Québec pour Radio-Canada. Bonjour, Alexandre. Salut, Louise. Mais avant de lancer la semaine en 24 secondes, d'abord, messieurs, vos impressions sur cette dernière semaine. Olivier, peut-être en premier. Ben, écoutez, impossible de passer sous silence ce résultat convaincant du maire Marchand. Vous l'avez dit, super majorité, évidemment, au conseil municipal, victoire écrasante à la mairie. On va en reparler, Oui. mais je pense que dans cette victoire de Bruno Marchand, on ne peut pas éluder la défaite de Sam Hamad, la campagne catastrophique de Sam Hamad. Pour moi, il y a beaucoup de M. Hamad dans la victoire de M. Marchand. Alexandre. Ce que je retiens, moi, c'est vraiment cette majorité de M. Marchand. On savait qu'il se dirigeait probablement vers une victoire à la mairie en raison des sondages, mais presque 50 je pense que personne ne pouvait prédire ça. On se doutait de la majorité au conseil municipal, que c'était accessible. 18 sièges sur 21, c'est énorme. Il a balayé l'arrondissement des Rivières, il a balayé l'arrondissement de Charlebourg, il a balayé Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, parfois avec des majorités allant jusqu'à 67 du vote, entre autres, dans la pointe de Sainte-Foy, passé tout près de balayer Beauport. Donc là, Québec fort et fier peut revendiquer un statut de parti politique dans toute la ville et non pas juste le parti du centre-ville. Maintenant, il va falloir démontrer ça dans la gouvernance et ça, c'est une autre paire de manches. Voici maintenant en 24 secondes le résumé de la semaine. Je suis fier du travail accompli par toute l'équipe de Leadership Québec. Et le résultat, c'est le choix des citoyens, puis il faut savoir vivre avec ça, et c'est correct. Nous avons réussi à faire avancer la Ville de Québec dans la bonne direction. Nous sommes, pour la plupart des districts, le meilleur deuxième dans chacun des districts. Et ça, félicitations à tous les candidats. Merci tout le monde. Merci du support. La suite nous appartient. Bravo et merci tout le monde. Et on pensait avoir les yeux tournés vers les résultats électoraux pour ce balado en prolongation, mais on va y revenir sans aucun doute dans les prochaines minutes. Mais on va d'abord s'attaquer à ce qu'on a présenté ou ce que le maire de Québec a présenté plus tôt cette semaine, donc vendredi, son comité exécutif. On sait que la sermentation des nouveaux élus va avoir lieu dimanche, mais quand même, on a déjà donné des responsabilités. C'est un comité composé de 9 membres et 1 membre associé, présidé par le maire Bruno Marchand. Alors, on est vraiment allé à la limite de ce qu'on pouvait faire. 2 femmes vice-présidentes. Elles seront 2 femmes fortes au comité exécutif et c'est une première. Parité pour le reste de l'équipe. Et surprise, le maire ne s'attribue aucune responsabilité. On l'écoute. J'ai pas de dossier, mais je les ai tous. C'est pas une métaphore, c'est vrai. S'il y a quelque chose qui va pas, le maire est toujours impliqué, puis vous allez me questionner là-dessus. Là. Alors, première question, Olivier, est-ce que c'est une erreur ou un risque pour le maire de ne pas s'attribuer de responsabilité dans ce nouveau comité exécutif? Peut-être un peu des deux. Oui. Honnêtement, on va voir à l'usage, mais on n'a pas été habitué à ça à Québec. Sous le maire Labaume, Régis Labaume se gardait des grosses responsabilités. Le projet structurant, le développement économique, les grands projets, c'était très clair. C'était qui le patron dans ces domaines-là. En 2021, M. Marchand a gardé ce même réflexe-là. Évidemment, il n'avait pas la même équipe autour de lui, pas autant de conseillers élus, à peine 6. En 2021, on s'en souvient. Là, aujourd'hui, c'est 18, c'est 3 fois plus. Alors, on comprend le réflexe de vouloir mettre à profit cette équipe-là, mais sans manquer de respect à personne. Là. Si ça chauffe en immigration, je comprends que Claude Lavoie, qui a été élu dans Charlebourg, est responsable. Là. C'est pas lui qui va aller au bâton, c'est très clair dans mon esprit. Alors, regardez, quand on parle du développement économique, dans le contexte qui est le nôtre, avec l'instabilité, avec la bataille tarifaire, tout ça, M. Marchand a beaucoup insisté là-dessus dans les dernières semaines. Moi, je pense que ça, c'est une responsabilité qu'il aurait gagné à garder, ne serait-ce aussi que pour envoyer ce message-là. Oui. Je m'en soucie. Et il n'a pas la réputation, à tort ou à raison, M. Marchand, de se soucier beaucoup de ça. On n'a jamais senti, là, dans le dernier mandat, que la zone économique que M. Labaume voulait dans l'Est de Québec, que M. Marchand, lui, ça l'allumait. Pas tant que ça. Ouais. Medicago qui s'en va, il l'a appris dans le journal.
Il avait été critiqué pour ça, M. Marchand. Donc voilà, message envoyé. Est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. Oui, mais c'est ça. Donc, ça sert essentiellement à envoyer un message quand on décide de s'attribuer des responsabilités. Même en campagne électorale, Claude Villeneuve voulait, lui, avoir la responsabilité de l'itinérance, puis on comprend pourquoi. C'était un dossier chaud du début de la campagne électorale. M. Marchand insiste pour dire que c'est parce qu'il veut faire confiance à son équipe, qu'il ne veut pas trop s'immiscer, mais on comprend très bien que s'il arrive quoi que ce soit, il va le récupérer. Mais moi, je trouve ça intéressant, Olivier, parce que vous soulevez la question. M. Marchand, on le critique souvent ou ses adversaires lui demandent souvent de mettre ses deux mains dans la pâte là, pour donner l'impression qu'il y a une proximité avec ce qui se passe dans la ville. Et puis là, en début de semaine, Alexandre, il nous annonce qu'il va faire une pause pour aller reconsulter les gens. Oui. Ça a de quoi étonner, si Ouais. vous voulez mon avis là-dessus, parce que le maire de Québec s'est présenté avec un programme électoral qu'il a étayé tout au long de la campagne. On nous a présenté les engagements. On nous a dit, voici la feuille de route pour la Ville de Québec pour les 4 prochaines années, si vous nous choisissez. Mais là, on vient d'être élu. On veut savoir qu'est-ce que la population en pense. On va faire ces consultations-là, puis on va vous revenir en janvier avec ce qu'on va mettre en place, à quel moment, les priorités, etc. Qu'est-ce qu'on va chercher à ajuster exactement dans le discours? Est-ce qu'il y a des promesses électorales qui ont été faites qui vont carrément sauter ou qui vont devenir autre chose que des priorités? Puis bon, on verra si on a le temps dans 3 ans, si on a le temps dans 4 ans. Je ne suis pas encore certain de comprendre ce que le maire veut faire exactement avec cette période de consultation-là. Des relations publiques? Bien, probablement un peu de ça. N'empêche, ça envoie le bon message. Ça envoie un message qui est raccord avec sa promesse de rester humble qu'il a faite au lendemain de son élection. Ça envoie le message que malgré la super majorité, malgré les résultats qui sont emballants pour son équipe, il n'y a pas l'intention de faire la sourde oreille à ce que des adversaires, des opposants, à ce que des gens plus sceptiques pourraient penser dans la population. Est-ce que c'est une simple entreprise de relations publiques? Trop tôt pour le dire, mais au moins ça démontre une certaine volonté de ne pas prétendre avoir la vérité infuse. Disons ça comme ça. Continuons sur le comité exécutif. On nomme un président du conseil municipal, Gabriel Dusablon. C'est le plus jeune élu à ce jour au conseil municipal. Il bat de justesse Alicia Despins, qui avait été élue, je pense, à 23 ans, elle aussi. Il est jeune, pas nécessairement d'expérience là, au conseil municipal. Ouais. Ça, est-ce que c'est un risque, Alexandre? Le maire tient parole. Hein. Il l'a dit le soir de sa victoire. On veut que les jeunes nous poussent dans le dos. Il nomme Clément Bourdeau sur son comité exécutif aussi, bon, avec une responsabilité qui n'est peut-être pas la plus importante, là, celle du développement, du développement communautaire et social. Mais pour ce qui est de Gabriel Dusablon, quand ça chauffe au conseil municipal, quand ça chauffe à l'hôtel de ville, idéalement, tu veux quelqu'un qui en a vu d'autres. Tu veux quelqu'un qui est capable de mettre son poing sur la table, puis de faire l'arbitrage nécessaire, puis parfois de prendre des décisions difficiles qui vont jusqu'à l'expulsion du conseil. Ça, on a déjà vu ça il y a quelques mois à peine. Là, après, Québec fort et fier est tellement majoritaire, avec 3 conseillers seulement de l'opposition. Est-ce que les débats, est-ce que les esprits vont s'échauffer à tel point que M. Dusablon, parce qu'il est jeune, ne serait pas capable de gérer ces débats-là? Moi, j'ai envie de dire, vous le savez probablement mieux que moi parce que vous assistez davantage à ces conseils municipaux, c'est vraiment pas impossible. Mais disons les choses telles qu'elles sont, c'est un choix audacieux. Je ne connais pas M. Dusablon. J'ai très hâte de voir de quel bois il va se chauffer dans ce contexte-là. Mais moi, à contrario, je dirais qu'il va falloir que Respect citoyen fasse attention, là, parce que d'avoir un jeune dans cette position-là, ça pourrait être mal perçu que d'essayer d'en tirer profit et de ridiculiser peut-être un peu une gaffe ou un manque d'expérience, parce qu'il y a quelque chose quand même de beau à voir un jeune attaquer ce mandat-là. Et M. Dusablon, quand même, il a présidé, il préside le conseil de quartier de la cité universitaire. Bon, il a siégé au Conseil canadien de la jeunesse agricole. Alors, il y a quand même une expérience de gouvernance. Là. Alors, on le verra à l'usage, mais moi, je vais dire ceci. Je me méfie toujours des symboles. Hein? Nommer des jeunes, la chaise de la jeunesse au conseil, c'est beau, les symboles. En politique, c'est important, là, mais il faut aussi mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Je le répète, M. Dusablon, c'est une nomination intéressante. Et moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il va manquer de poigne.
je pense qu'il projette l'image d'un jeune homme assuré. Alors, j'ai hâte de voir. Et moi, je pense qu'il est un studieux aussi. Moi, En fait, il est encore à la maîtrise à l'Université Laval là, Ouais, en ce moment. exact. Donc, c'est un Après studieux. moi, la maîtrise va prendre le bord. Leur intention, c'est qu'il la termine. Mais bon, on verra comment tout ça. Puis c'est ponctuel à être président du conseil municipal. C'est 2 fois par mois. Donc, ça laisse un petit peu plus de temps pour le reste. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que durant les années de M. Labaume, on avait découvert la présidente du conseil municipal, qui était Geneviève Hamelin, qui, à l'occasion, même si on est dans une administration qui est majoritaire, à l'occasion, elle a dû ramener à l'ordre M. Labaume lui-même. Bien Parce sûr. que des fois, comme vous disiez tantôt, Alexandre, les esprits se chauffaient. Donc, c'est pas parce qu'on a un conseil majoritaire que ça annonce quelque chose de plus tranquille Non, au non, il conseil faut municipal. savoir être dur parfois envers ses propres collègues. Puis ça, c'est vrai là, dans toutes les assemblées. C'est vrai à l'Assemblée nationale, quand la présidente de l'Assemblée nationale, qui, elle, est une caquiste, doit rappeler à l'ordre Oui. son propre collègue qui est ministre de quelque chose, il faut être sûr de soi. Parce que ce sont nos collègues qu'on va croiser après dans d'autres rencontres. On est de la même famille politique. On défend à toute fin pratique le même programme politique. C'est un rôle parmi les plus, je dirais, épineux. C'est Parce très que si ça ne épineux de naviguer à fonctionne pas, travers ça. on s'en rend compte rapidement. Quand ça fonctionne bien, on pense que tout est facile, mais quand ça devient important, c'est là qu'il faut être capable de jouer son rôle. Ils sont 18. On a compris, Olivier, que tout le monde avait une responsabilité dans ce conseil municipal, donc ils n'auront pas le salaire de base d'un élu à l'Hôtel de Ville de Québec. 2 femmes vice-présidentes, c'est la première fois que ça se passe à la Ville. Là, vous parliez des symboles tantôt. Les finances, ça reste entre les mains d'un homme. Le RTC revient à un homme. Est-ce que C'était une femme qui l'avait avant. C'était une première aussi. Alors oui, il faut le souligner. Est-ce que vous trouvez quand même qu'au niveau des responsabilités, il y a un bel équilibre dans ce qui s'est passé? On a essayé vraiment d'en donner à tout le monde, là. Oui, absolument. Et il y avait un jeu d'équilibriste pour Oui. le maire Marchand. Bon, c'est pas la composition d'un cabinet ministériel quand même. C'est pas François Legault avec 90 députés, là, mais n'empêche, c'est facile de faire des mécontents dans ce genre d'exercice-là. Il y a des jeux d'ego, il y a des gens qui sont déçus et il y a des gens aussi qui regardent leur salaire. Parce qu'il faut bien le dire, hein, ces promotions-là viennent avec des cachets, bon, des sommes d'argent. Et moi, ce que je remarque quand même, c'est que ceux qui n'obtiennent pas un poste au conseil exécutif, souvent au conseil exécutif, au comité ou exécutif, souvent obtiennent une présidence d'arrondissement qui vient avec une bonification substantielle. Je pense Même que c'est salaire qu'un membre du comité exécutif pour la présidence d'arrondissement. Alors, comprenez que ça permet à adoucir une déception. Je pense que ça, c'est quand même... Regardez, c'est pas un hasard, là. Alors, voilà, M. Marchand était conscient qu'il y avait un travail d'équilibriste et qu'il devait, à ce stade-ci, garder l'unité dans les troupes, là. Oui. On va parler des résultats électoraux. On a parlé un peu de la majorité de M. Marchand jusqu'à maintenant. On va revenir sur respect citoyen. Cette semaine, c'est Claude Villeneuve, ancien chef de l'opposition, qui parlait au nouveau chef de l'opposition en lui disant que rapidement, il devrait sauter dans la mêlée. On écoute Claude Villeneuve. Professionnalisez-vous de grâce. Organisez-vous sur le sens. Essayez de faire quelque chose de positif avec ça. Tu sais, genre qui va au-delà de la colère puis du message fâché sur Facebook, là. C'est le conseil que j'aurais l'air de. Parce que Respect citoyen arrive à l'Hôtel de Ville avec 3 conseillers, mais avec aucune expérience municipale. Professionnalisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Alexandre, pour Respect citoyen? C'est-à-dire que rapidement, ils devront réaliser le rôle qu'ils sont en train de jouer. On n'est plus en campagne électorale, là. Là, on ne fait plus juste défendre une vision du monde pour la Ville de Québec. On ne fait plus juste défendre une idéologie. Là, on parle au nom des citoyens, des citoyennes, avec des règles, avec de la procédure, avec des façons de faire, du protocole. On bascule dans un monde complètement nouveau. Et là, l'influence très limitée que Stéphane Lachance et Respect citoyen auront à l'Hôtel de Ville est due au fait qu'ils ne sont que 3 sur 18. Quand on veut influencer des débats en politique, quand on est élu, essentiellement, il y a 2 leviers. Hein? Soit on a l'opinion, si on n'a pas le pouvoir, là, soit on a l'opinion publique de son bord dans un dossier, puis ça nous permet de parler au nom de la population, soit on a le respect de celui ou celle qu'on cherche à influencer. Un excellent exemple de ça, à un autre palier, ça a été Françoise David, la seule députée de l'opposition de l'histoire qui a été capable de faire adopter son projet de loi qui concernait les locataires aînés. Si Françoise David, dites-vous bien une chose, avait été désagréable avec tout le monde et que tout le monde l'avait haï et que personne ne l'avait aimé,
Il n'y a personne qui lui aurait permis de faire adopter ce projet de loi-là à l'Assemblée nationale. L'enjeu, il est là pour Stéphane Lachance. C'est-à-dire que là, il n'a pas l'opinion publique de son bord. À 23 c'est un résultat inespéré pour lui en début de campagne. C'est très bon, Oui. mais ce n'est pas un résultat qui lui permet de parler au nom de l'ensemble de la population. Et il n'a pas encore gagné tout à fait le respect de Bruno Marchand. C'est là-dessus qu'il doit mettre ses énergies. Il commence à le faire. Son ton a changé entre le lendemain de la veille de l'élection et le lendemain de l'élection. Là, on sent qu'il veut être un petit peu plus présidentiable. On regarde le communiqué que son parti a publié vendredi. Il dit on veut être les oreilles, les yeux, la voix des gens qui désirent les intérêts de notre ville. Au-delà de la partisanerie, on veut construire avec les médias une collaboration. Le langage est en train de changer. Est-ce que c'est un bon pas dans la... Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Probablement que oui, parce que là, effectivement, on ne pourra pas probablement abolir le projet de tramway. On ne pourra pas faire un paquet de choses qu'on aurait voulu faire à respect citoyen. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'influencer les débats. Pour ça, ça prend le respect du maire et de son équipe. En même temps, vous avez nommé ce qui est écrit dans son communiqué. On comprend qu'il reconnaît où sont ses défis. Mais il y aura aussi le défi de dire la même chose partout. Puis on l'a vu, on a eu quelques exemples cette semaine où il disait une chose aux médias, puis dans un autre média, il disait autre chose avec un autre ton, avec une autre intention. Alors, il y aura ce recollage probablement à faire. Ben, tout le défi de M. Lachance, ça va être de pouvoir être constructif sans se mettre à dos sa base électorale. Parce que chez Respect citoyen, il y a des gens qui sont très remontés, qui sont très fâchés. Il n'y a pas grand monde chez Respect citoyen parmi les militants là, qui pensent que M. Marchand, c'est un bon gestionnaire. C'est un bon maire pour Québec. Alors, quand M. Lachance dit ce qui est bon, on va dire que c'est bon. Ouais. Mais moi, je vous le dis, ça ne sera pas facile de trouver l'équilibre parce que ça se peut qu'il se fasse dire de l'autre côté, dans son parti, regarde, t'es pas assez agressif, t'es pas exactement le politicien qui talonne qu'on veut. Et il y a une certaine radio à Québec qui va vouloir ce genre de comportement-là, qui va demander ça au conseil. Alors, comment il va le trouver, l'équilibre, c'est à voir. À ce stade-ci, moi, je ne suis pas étonné qu'on choisisse les bons mots. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On commence avec des bonnes intentions. Mais savez-vous quoi, Olivier? Ça veut au moins dire qu'on comprend les règles du jeu à ce moment-ci et qu'on veut jouer avec ces règles du jeu-là. Est-ce que ça va tenir? À voir, mais ça démontre tout de même qu'il y a cette volonté-là de passer de candidat à élu parce que la charge n'est plus du tout la même. À ce stade-ci, on donne la chance aux coureurs. Et quand on dit professionnalisez-vous, ça va dépendre aussi de l'équipe qui vont réussir à se constituer. En fait, l'équipe, c'était les 3 candidats qui ont été élus, mais c'est beaucoup plus que ça, une opposition. Là, ça vient avec un directeur de cabinet. D'ailleurs, on a nommé Éric Ralph Mercier cette semaine comme directeur de cabinet en disant que bon, c'est celui qui avait le plus d'expérience à l'hôtel de ville. C'est vrai, mais est-ce que ça peut faire une différence? Est-ce que ça envoie le bon message pour l'instant? Bien, regardez, c'est quand même étonnant comme choix. Et il faut être honnête. En regardant ça, Louise, le dernier mandat n'a pas été facile pour Éric Ralph Mercier. Souvenez-vous, il a été propulsé dans la chaise du chef quand M. Gosselin a cédé sa place. Donc, il était élu conseiller. Il se retrouve chef. Et là, ça n'a pas pris de temps qu'il a cédé sa place aussi, M. Mercier. Arrive Patrick Paquette comme conseiller spécial. Lui va chercher justement les responsabilités de chef. M. Mercier, on l'a perdu de vue durant des grands bouts de ce mandat-là. Il y a eu des raisons de santé. Il y a eu des enjeux de santé, c'est tout à fait vrai. Mais n'empêche que moi, j'ai pas senti qu'il était très à l'aise sous les feux de la rampe. Là, évidemment, c'est pas le cas pour un directeur de cabinet, mais c'est quand même un poste stratégique où on donne une direction au parti. C'est aussi le poste où souvent il y a des tractations de coulisses. Quand on veut avoir une alliance ou faire passer un enjeu, on appelle le cabinet du maire. Là. Alors, est-ce que M. Mercier a cette capacité-là? En tout cas, il a été à couteau tiré avec le maire sortant, pas mal. Oui, jusqu'à la fin. Oui. Mais de toute façon, c'est probablement lui, dans tous ceux qui ont fait le saut, par exemple, Stevens Melançon, je pense à Louis Martin, puis à Isabelle Roy, qui ont changé de parti en espérant avoir ou arriver au pouvoir. C'est probablement lui qui a eu le meilleur parti ou qui a tiré le meilleur parti de tout ça. Puis ça m'amène à parler de M. Hamad. M. Hamad, qu'on n'a pas vu cette semaine, qui nous promet peut-être de revenir la semaine prochaine pour peut-être conclure, mais s'il le fait, avec les résultats qu'il a obtenus, ça ne sera pas facile, Alexandre, de dire je viens m'expliquer sur ma défaite. Là. Écoutez, M. Hamad, il faut se mettre à sa place. Au moment où il était une rumeur en politique municipale, il s'apprêtait à battre le maire Bruno Marchand à une élection. Et depuis, les intentions de vote à son égard n'ont fait que diminuer jusqu'au point d'atteindre 13 % le soir du vote et ne faire élire
aucun conseiller municipal. Donc, ça doit être extrêmement dur à encaisser pour lui, qui jouissait de toute cette notoriété que tout le monde connaissait, qui arrivait comme le véritable challenger, là, pour utiliser un anglicisme dans cette élection-là. Et finalement, ben, tout ça est un échec électoral. Ça doit être très, très dur à encaisser. La stratégie n'était pas la bonne. Je ne sais même pas si l'équipe va faire un post-mortem de ce qui s'est passé. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que le parti, à toute fin pratique, ne risque pas de survivre à ça. Je sais, Et ça je sais s'appelait pas le ce que Leadership Québec, hein, faut-il le rappeler. Oui, là. mais je ne sais pas ce que M. Hamad aurait à gagner à venir s'expliquer dans les médias. La stratégie de l'invisibilité actuellement, là, c'est peut-être ce qui va lui permettre de passer à autre chose. Ben oui, parce qu'on est presque passé à autre chose déjà. Absolument. Je pense qu'il pense ses plaies présentement, M. Hamad. Et moi aussi, je sympathise avec l'homme, là, parce que c'est une lourde défaite, on le comprend. Mais il doit apporter une large part du blâme, là. Il y avait un manque de planification, un manque d'organisation, une improvisation. C'était criant même avant le début de cette campagne-là. Et je regrette, mais il y avait vraiment un bassin d'électeurs à aller chercher, des gens insatisfaits. Il y en existait à Québec, il y en existe encore aujourd'hui. Presque la moitié des électeurs étaient insatisfaits de Bruno Marchand en lançant cette élection-là. Mais visiblement, ils sont allés magasiner, puis finalement, il y en a parmi eux qui se sont dit « Ah, pourquoi finalement on était insatisfaits? Ben, Parce qu'ils sont revenus au bercail. Je pense que M. Hamad a échoué au test de crédibilité, Louise. Et c'est là sa plus grosse défaite. Il ne reste pas beaucoup de temps. Un mot, Alexandre, sur Claude Villeneuve, qui quitte la tête haute. On l'a senti là, dans les dernières sorties publiques qu'il a fait. Mais il n'a jamais réussi à décoller. Ça n'a jamais réussi à décoller sa campagne électorale. Non, il en est tout à fait conscient. Il ne s'en cache pas. Le sait très bien qu'il n'était pas, ou en tout cas, il admet qu'il n'était pas le candidat dont Québec voulait à ce moment-ci pour être maire. Claude Villeneuve, vous allez le revoir en politique. Assurément. Vous pensez? On n'a même pas besoin de gager là-dessus, je pense. Olivier sur Jackie Smith, qui, jusqu'à la fin, aura été un peu frustré de la tournure des événements, même cette semaine dans ses déclarations. Elle en veut à peu près à tout le monde. Oui, elle blâme les médias beaucoup pour la façon dont cette campagne-là a été couverte. Regardez, moi, je suis prêt à dire que c'est une campagne atypique où, écoutez, les controverses, les bourdes ont pris beaucoup de place. Ouais. Est-ce que c'est la faute des médias? Je suis vraiment pas certain. On n'a pas senti qu'elle s'était adaptée non plus. Non, exactement. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'introspective non plus de son côté, là, parce que quand même, c'était elle la chef, c'était sa campagne à mener. Elle n'a pas eu le résultat souhaité. C'est peut-être un petit peu court de blâmer les médias. Le grand gagnant, probablement, c'est le tramway, parce que visiblement, toutes les voix, même celles qui étaient discordantes, le même Respect citoyen, même le Parti conservateur du Canada, semblent dire qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Alors, c'est probablement le gagnant. Le perdant, c'est, j'ai envie de dire, les gens de Lévis, le troisième lien. Tout le monde s'entend pour dire que ça prendrait un lien à l'Est. On n'y arrivera pas avec le gouvernement en place. Alors ça fera sûrement l'objet de d'autres discussions plus tard. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette aventure. Olivier, Alexandre, merci beaucoup. Ça a été vraiment chouette de parler de la campagne électorale au cours des 8 dernières semaines. Un grand merci à Andréane aussi, Paré, qui a réalisé cette émission. C'était l'élection, en fait, la campagne en 24 minutes en prolongation, mais il y aura peut-être autre chose. À bientôt tout le monde.